Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier d'abord Michel Younes. Michel Younes et Emmanuel Pisani pour l'organisation de ce beau congrès pluriel. Je voudrais remercier aussi Raphaël, Lorraine et Ali et Trent de nous accueillir. Et puis après ces mots de remerciement, je vais passer à mon propos. Vous faites partie intégrante de cette nation, Oumma. Vous êtes des citoyens, Mouatainoun, et non des minorités, Aqalliyat. Vous êtes des citoyens et bénéficiez de tous vos droits et devoirs. Je reprends ici l'énoncé du grand imam El-Tayyeb aux chrétiens d'Orient. Dans son discours précédant la signature de la déclaration d'Abu Dhabi, en février 2019, l'imam Tayyeb a invité également ces derniers à abandonner le terme de minorité. Dans le même sens, la déclaration d'Abu Dhabi, mais on l'a vu au cours de nos séances précédentes, rejette l'usage discriminatoire du terme minorité, qui serait synonyme d'isolement, d'infériorité, et prône donc le concept de citoyenneté impliquant l'égalité pour toutes et tous, des droits et des devoirs. Il est donc question ici de pleine citoyenneté. Si pour certains, le concept de citoyenneté, et je cite Emmanuel Pisani, serait un passage déterminant pour dépasser les discriminations entre citoyens d'un même État, pour d'autres, les minorités religieuses auraient besoin d'une reconnaissance et d'une protection juridique au risque de devenir invisibles. L'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU d'une déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités a même été présentée comme un progrès par certains auteurs, et je ne vais pas vous citer tous les auteurs que je cite, vous les verrez dans mon papier. Par ailleurs, même s'il n'existe pas de définition arrêtée du concept de minorité religieuse, le droit international dégage généralement 3 principaux critères, à savoir un groupe inférieur numériquement au reste de la population, une religion commune, et une volonté de préserver cette communauté au sein de l'État dans lequel ils vivent. Donc, en partant du discours de l'imam El-Tayyeb, de la déclaration d'Abu Dhabi, ainsi que de ses positions qui sont à première vue opposées, il s'agira d'interroger les tensions qui peuvent exister entre le principe de citoyenneté et le principe de la personnalité des lois. Donc, en effet, dans certains pays, et notamment ceux qui vont m'intéresser aujourd'hui, à savoir l'Égypte et le Liban, les ressortissants non musulmans sont soumis à leurs propres lois religieuses en matière de statut personnel. Donc, différentes lois religieuses régissent donc le droit de la famille des individus en fonction de leur appartenance religieuse. Ainsi, il s'agira de se demander s'il existe des tensions entre ce principe de citoyenneté dont on parle et cette pluralité de lois sur le statut personnel en Égypte et au Liban. Et qu'en est-il du côté de ceux qu'on appelle chrétiens d'Orient ? Est-ce qu'eux souhaitent maintenir ce système de pluralité et donc celui d'une identité religieuse minoritaire propre, ou au contraire l'abolir dans le sens potentiellement d'une pleine citoyenneté ? Afin de dégager des éléments de réponse, je me fonde ici sur les recherches postdoctorales que j'ai menées au sein de l'équipe Equality Law in Personal Status, un projet ANR qui a été porté par Nathalie Bernard-Maugiron, Baudouin Dupré et Jean-Louis Alperin. Donc des recherches que j'ai menées d'avril 2021 à octobre 2023, et projet au cours duquel j'ai eu l'occasion d'effectuer un terrain de recherche à Beyrouth l'année dernière, il y a tout juste un an. Donc ma communication s'articulera autour de 2 axes principaux. Le premier décrira le paysage constitutionnel et législatif existant en Égypte et au Liban. Je suis désolée, je suis juriste, donc je vais vous parler de droit. Et ensuite, je tenterai d'apporter des éléments de réponse au sujet de l'existence ou de l'inexistence de tensions entre le principe de citoyenneté et le principe de personnalité de la loi. Après avoir fait un petit point démographique, et je sais que les chiffres sont toujours problématiques, j'évoquerai successivement les normes constitutionnelles et législatives relatives à la citoyenneté et à la pluralité des lois sur le statut personnel en Égypte et au Liban. Donc l'imam El-Tayyeb a parlé de chrétiens d'Orient. Combien sont-ils ? Pourquoi parle-t-on de minorité ? Ou du moins, pourquoi le grand imam nous invite à abandonner cette terminologie ?
Donc, comme évoqué précédemment, le critère quantitatif, donc l'infériorité numérique, est un élément qui est inhérent à la notion de minorité. Il s'agit donc forcément d'un groupe moins étendu que celui du reste de la population, comme l'écrivent plusieurs auteurs, dont Francesco Capotorti, Jules Deschênes, etc., mais pour ne citer que. Et les situations sont assez différentes en Égypte et au Liban. Donc l'Égypte, comme tout le monde le sait, est majoritairement musulmane. En 2012, les autorités ont annoncé que les Coptes constituaient environ 6% de la population, mais plusieurs représentants coptes de leur côté affirment que le chiffre exact serait plutôt 15%. De manière générale, les chrétiens représenteraient environ 10% de la population égyptienne, et là je cite Nathalie, Bernard Maugiron et Karim Chazli, et il existe également une communauté protestante. Au Liban, il n'existe pas de religion majoritaire, mais une ou plusieurs autres religions. Donc, contrairement à l'Égypte. Donc, on est au Liban face à un État multicommunautaire. Concernant les chiffres, le pays n'a pas effectué de recensement officiel de sa population depuis 1932. Cependant, selon le rapport du département d'État américain, mais je ne cite pas les chiffres du département d'État américain, je cite un sondage que le département d'État américain cite, qui a été effectué par Statistique Lebanon. Et selon cet institut de sondage et de recherche indépendant, la population musulmane représenterait 69,3%, donc aussi bien de sunnites et de chiites, et la population chrétienne représenterait 30,7%, avec une majorité de catholiques maronites. J'ai des Libanais en face de moi qui froncent les sourcils. J'ai peur. Je cite juste des chiffres que j'ai trouvés ailleurs. La constitution égyptienne, là pour le coup pour la constitution je suis plus à l'aise, la constitution égyptienne déclare l'islam comme religion de l'État et les dispositions de la charia comme la source principale de la législation, donc article 2. Quant à l'article 3, il reconnaît que les dispositions des chrétiens et des juifs égyptiens sont la source principale de leur législation concernant les lois sur le statut personnel, leurs affaires religieuses et pour le choix de leur chef spirituel. Quant à la constitution libanaise, elle ne reconnaît pas de religion d'État, mais rend hommage au Très-Haut. Et l'État respecte toutes les confessions et en garantit et protège le libre exercice, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'ordre public. L'État garantit également aux populations à quelque rite qu'elles appartiennent le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux. Parallèlement à ces dispositions, les deux constitutions, aussi bien libanaises qu'égyptiennes, garantissent toutes deux le principe d'égalité et le principe de non-discrimination entre citoyens. Donc ça, c'est au niveau de la norme supérieure, donc des normes supérieures qui sont les constitutions de ces pays. Et quant à la norme inférieure, qui est la législation, que ce soit en Égypte ou au Liban, il n'existe donc pas de loi unifiée sur le droit de la famille, ce que je répète depuis tout à l'heure. En Égypte, les lois sur le statut personnel pour les musulmans sont considérées comme étant la loi commune à tous les Égyptiens, quelle que soit leur affiliation religieuse. Néanmoins, cette règle ne s'applique pas aux non-musulmans qui appartiennent à la même communauté et au même rite. Donc ainsi, les Coptes orthodoxes sont soumis au règlement de 1938 sur le statut personnel des Coptes orthodoxes égyptiens, règlement qui a été amendé en 2008. Les Grecs, Syriaques et Arméniens orthodoxes sont également respectivement régis par leurs propres lois sur le statut personnel. Les Latins catholiques par une loi qui est différente de celle qui s'applique aux catholiques d'Occident. Mais les deux types de législation ont été élaborés par le Vatican. Et les protestants sont soumis à une loi de 1902. Au total, si j'ai bien compté, il existe 6 différentes lois sur le statut personnel pour les non-musulmans égyptiens. Côté libanais, il existe 18 communautés religieuses reconnues par l'État, 15 lois sur le statut personnel et des tribunaux religieux en charge du statut personnel. Donc après avoir décrit les contextes existants au Liban et en Égypte, où on voit bien qu'il existe une pluralité de lois sur le statut personnel, pluralité qui est garantie par la constitution même de ces pays, mais constitution qui garantit également l'égalité entre les citoyens d'un même État. Je souhaite donc questionner dans un deuxième temps ces deux principes, ou ces deux garanties constitutionnelles, et voir s'il existe des tensions entre eux. J'essaie ici de me demander si les chrétiens d'Orient, auxquels s'adressait l'imam Al-Tayyib, adhèrent à ce discours.
notamment ceux d'Égypte et du Liban. Est-ce qu'eux souhaitent se défaire de ce concept de minorité religieuse? Si oui, je me demande s'il s'agit uniquement de se défaire d'une appellation en tant qu'élément de langage, véhiculant un imaginaire d'infériorité, ou s'il s'agit d'en tirer des conséquences juridiques, allant vers une potentielle unification du droit de la famille, où tous les citoyens et les citoyennes d'un même État seraient soumis à une même loi. C'est des questions que je me pose et que je vais essayer d'y répondre. Donc j'évoquerai ici les tentatives d'unification du droit de la famille en Égypte et au Liban par le passé, puis j'essaierai d'évoquer la situation actuelle. Donc bien que le système de la personnalité des lois perdure en Égypte, certains domaines ont quand même été unifiés, donc sont régis par une loi unique qui s'applique à tous les Égyptiens, quelle que soit leur appartenance religieuse. C'est le cas des successions, de la tutelle légale sur les biens, de la curatelle, de la capacité et de la procédure relative au litige en matière de statut personnel. Une unification des normes a aussi été initiée par la jurisprudence de la Haute Cour constitutionnelle qui est intervenue suite à des recours judiciaires fondés sur l'inconstitutionnalité de certaines dispositions du règlement des Coptes orthodoxes ainsi que des Arméniens orthodoxes en matière de garde des enfants après un divorce. En fait, les arguments ici reposaient sur le principe d'égalité même et de discrimination entre chrétiens et musulmans, puisque la mère musulmane, donc la mère égyptienne musulmane après son divorce, pouvait se voir confier la garde de son enfant jusqu'à un âge plus tardif, plus éloigné. Donc elle pouvait garder son enfant jusqu'à je ne sais plus quel âge, mais en tout cas plus longtemps que la mère chrétienne orthodoxe. Et donc des recours ont été déposés. Et la Haute Cour constitutionnelle est venue unifier, en partant du principe, en se basant sur le principe d'égalité de tous les enfants égyptiens. Mais je vous renvoie aux travaux de Nathalie Bernard-Maugiron. Du côté musulman, en 2005, la loi de 1929 a aussi été amendée et la mère égyptienne se voit attribuer la garde de ses enfants jusqu'à l'âge de 15 ans. Côté non-musulmans, 3 projets de loi unifiés donc pour les non-musulmans, uniquement pour les non-musulmans et non pas pour les musulmans aussi, donc pas pour tous les Égyptiens, ont été préparés en 1978, en 1998 et en 2010, sans qu'aucun n'ait été déposé au Parlement. En 2012, une des priorités du patriarche Tawardos II était le projet de loi unifié pour les diverses églises d'Égypte, au projet qui n'a pas abouti. En octobre 2020, un autre projet a été présenté au gouvernement pour les Coptes orthodoxes, les Coptes catholiques et les églises évangéliques, mais le projet n'a pas non plus été soumis au Parlement. Au Liban, les tentatives d'adoption d'un code civil unifié qui s'appliquerait à tous les Libanais ont été avortées. La plus connue est sans doute celle du président Elias Lahlaoui en 1998. Et ces tentatives se fondaient toutes sur le principe d'égalité entre les citoyens, tel que garanti par l'article 7 de la Constitution libanaise. Qu'en est-il aujourd'hui? Au Liban, en décembre 2022, une nouvelle proposition de loi de code de statut civil unifié et contraignant a été déposée au Parlement par 9 députés de plusieurs groupes parlementaires qui ont signé ce texte qui a été préparé avec une association qui s'appelle l'association CAFA, qui est une ONG qui vise à lutter contre les violences et les formes d'exploitation faites aux femmes. Donc ils ont coécrit ce projet. Parmi ces députés, je me suis entretenue avec la responsable du département de la législation et des politiques publiques du parti politique Kataeb, qui est aussi avocate, en février dernier à Beyrouth. Et celle-ci m'expliquait que le projet aurait dû être déposé déjà en 2019, mais que suite à la révolution puis à l'explosion du port, le projet ne figurait plus parmi leurs priorités. Et selon Leila Awada de CAFA, là je cite juste un entretien que j'ai lu dans l'Orient le jour, les projets précédents, eux, proposaient une formule facultative et non pas contraignante d'un code civil unifié. Selon elle, ils avaient pour but d'amadouer les réfractaires dans les communautés religieuses. Et ces arguments se basaient eux aussi sur le principe d'égalité entre citoyens, quel que soit leur genre, dans le but d'éliminer les discriminations entre Libanais. Le but premier était de provoquer en fait un débat au sein du Parlement.
Et un co-signataire du projet a d'ailleurs affirmé quant à lui, je le cite, que la proposition de loi favorise l'égalité au sein de la famille, élimine le pluralisme sectaire, promeut la citoyenneté, donc on retrouve cet argument de citoyenneté, et remplace l'autorité paternelle par l'autorité parentale. Par ailleurs, ces projets avaient donc pour but d'introduire le mariage civil conclu sur le sol libanais. Parce qu'en effet, au Liban, on ne peut pas conclure de mariage civil sur le sol libanais, et les personnes qui souhaitent conclure un mariage civil doivent s'expatrier pour se marier à l'étranger, et ensuite leur mariage sera régi par la loi de célébration du mariage. Et en fait, pendant le Covid et le confinement, des personnes ne pouvaient plus donc se voyager, il y avait des problèmes financiers, des problèmes de passeport. Donc certains ont trouvé l'option de se marier en ligne. Donc les époux étaient au Liban, un officier était dans l'État de l'Utah, aux États-Unis, et on avait des mariages en visioconférence. Donc c'est très intéressant à étudier. Dans un premier temps, l'État libanais a reconnu certains mariages, puis a fait demi-tour et a refusé de les enregistrer. Il n'y a pas énormément de chiffres de mariages qui ont été conclus comme ça, mais il y aurait environ 70 couples, sauf que c'était suffisant pour créer en fait qu'il y ait des conséquences juridiques en fait, que l'État libanais réagisse, est-ce qu'il enregistre ou pas. Toutefois, tous les Libanais ne semblent pas être prêts à abandonner la pluralité des lois sur le statut personnel. Et là, je me base sur l'entretien que j'ai eu avec Naila Tabara, présidente de la Fondation Adienne, fondation donc, qui a mené un sondage en 2020 sur un panel de 1000 personnes, 50% d'hommes, 50% de femmes, de personnes issues de plusieurs communautés religieuses. Et ce qui est ressorti de ce sondage qu'Adienne a mené concernant le mariage civil, plus de 61% des répondants se sont dit contre le mariage civil obligatoire et 51% pour le mariage civil optionnel. Donc le rapport publié par Adienne affirme que si, je cite, une loi sur le statut personnel civil optionnel était promulguée au Liban, il resterait quand même un nombre important de Libanais et de Libanaises qui préféreraient quand même se marier religieusement et donc respecter les lois religieuses qui s'appliqueraient à leur mariage. Est-ce qu'on peut y voir une volonté de maintenir leur spécificité religieuse ? Je ne sais pas, mais je pose la question. C'est une question qui est ouverte. Mais je trouve ça quand même intéressant. Par ailleurs, comme l'affirme Pierre Ganager dans son ouvrage, il n'existe aucune prédominance d'un statut personnel sur l'autre au Liban. L'égalité est donc comprise comme étant une égalité entre communautés religieuses, et non entre citoyens, indifféremment de leur appartenance religieuse. Et ce qui rejoint une discussion que j'avais eue avec Jean-Michel Landry, qui est professeur assistant au département de sociologie et d'anthropologie au Carleton University, que j'ai eu avec lui en juin 2022. Je l'avais interrogé sur la question de savoir si dans ses recherches, parce qu'il avait travaillé en fait sur les revendications faites par des Libanaises sunnites pour réformer le droit de garde, pour que l'âge auquel elles pouvaient garder leurs enfants puisse être plus important. Et je voulais savoir, est-ce que dans leur argumentaire, ces femmes avaient mobilisé le principe d'égalité ou le principe de citoyenneté ? Ou est-ce que c'était uniquement une réforme basée sur un référentiel religieux ? Et d'après lui, la première version du projet était fondée sur ces arguments, donc de principe de citoyenneté et d'égalité, mais lors de la deuxième tentative, peut-être par pragmatisme, il dit, elles n'ont pas soulevé ces principes-là. Je cite Jean-Michel Landry qui dit « Il n'a jamais été question d'un droit transversal qui s'appliquerait à toutes et tous les Libanais et Libanaises. Le droit de la famille ne semble pas présupposer l'égalité. » Et il dit « Je ne sais pas si ce concept d'égalité fait partie du cadre dans lequel les Libanais conçoivent le droit de la famille. » Et je parle bien de droit de la famille. Ce qui l'a amené en fait à m'encourager à m'interroger plutôt que sur l'existence de tensions entre le principe d'égalité et la pluralité des statuts personnels, dans le cas libanais, sur l'absence de celle-ci. Cette absence se justifierait par le fait qu'au Liban, il n'existe pas de majorité et de minorité, contrairement à l'Égypte par exemple.
Du côté égyptien, je n'ai pas eu l'occasion de mener des terrains d'enquête et des interviews, mais selon Karim Chesli et Nathalie Bernard-Mogiron, que je cite, ni les projets législatifs en cours ni les débats publics ne cherchent à mettre fin à cette situation de longue date. En conclusion, s'il semble qu'il a pu exister à certains moments des tensions entre ce principe de citoyenneté et donc celui d'égalité, et la pluralité des lois sur le statut personnel en Égypte et au Liban, il ne semble pas que ces tensions touchent toutes les franges de la société. Il n'est pas non plus aisé de répondre de manière définitive à la question de savoir si les chrétiens égyptiens et libanais souhaitent une abrogation du système actuel de pluralité pour tendre vers une unification du droit de la famille qui s'appliquerait donc à tous les citoyens et citoyennes. À mon sens, il sera intéressant de conduire des enquêtes sociologiques auprès des chrétiens de ces pays, puisque l'imam El-Tayeb s'adresse à eux, pour savoir comment ce discours a été accueilli par eux, vu qu'on s'adresse à eux, auprès d'eux. Est-ce qu'ils y adhèrent? Est-ce qu'eux souhaitent se défaire de cette terminologie de minorité pour adopter celle de la pleine citoyenneté? Et il serait également intéressant de savoir s'il s'agit uniquement de se défaire d'éléments de langage ou d'en tirer des conséquences de cette adhésion à la pleine citoyenneté, ou est-ce que le concept de citoyenneté s'arrête aux portes de droit de la famille? Et je vous remercie pour votre attention.